on a souhaité évidemment dans cette journée qui est un peu la caisse de résonance de toute la semaine de rencontres qu'un grand nombre d'entre nous ont eu la chance de vivre, on va dire d'ouvrir la fenêtre de la France sur l'international. Vous avez vu ce matin, on a eu son intervenant français, on a pu parfois parler du contexte très français avec parfois des acronymes. Peut-être qu'il y a des sigles qu'on a employés qui n'ont pas toujours été précisés, mais voilà, vous l'avez compris à travers les échanges de ce matin, on a tous à apprendre de tout le monde et rien n'est ni facile ni parfait dans le monde de l'évaluation environnementale, en France comme ailleurs. Et donc c'est la bonne raison pour laquelle on voulait aujourd'hui permettre en tout cas à des participants, notamment français, qui n'auraient pas assisté à nos rencontres au colloque ou à l'atelier de formation de ces derniers jours, d'avoir un aperçu. Ça ne peut être qu'un échantillon, là aussi très sélectif et très frustrant, de pratiques, de situations qui peuvent se rencontrer à l'extérieur de nos frontières. Je vais passer tout de suite la main à Jean pour l'animation de cette séquence avec donc 3 intervenants qui vont nous emmener donc jusqu'à 14h15. Voilà, merci. Merci, merci Cyril. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Jean Hébert, le directeur général du CIFE, mais aussi directeur général de l'AQEI. Donc, je peux apporter une perspective québécoise là, aux échanges aussi. Donc, il me fait plaisir d'animer cette séance, là, qui c'est de sortir des frontières, une mise en perspective internationale. Donc, nous avons 3 invités. Monsieur Stephen Touen, qui est secrétaire technique de la Commission néerlandaise pour l'évaluation environnementale. Et j'en profite pour souligner aussi là, la participation très active de la Commission aux événements de cette semaine. Vous êtes venus en bon nombre, mais vous avez permis aussi la participation de certains délégués africains aussi, donc c'est très apprécié. Il y a M. Karim Samoura, qui est secrétaire général au ministère de l'Environnement et du Développement durable en Guinée, mais aussi un ex-DG du CIFE, donc c'est le vieux DG du CIFE. Moi, je suis le jeune DG là, actuel. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Il ne faut pas se fier aux apparences, c'est ça. Et notre 3e invité, M. Adrien Mba, qui est directeur général de l'Institut Léon Mba au Gabon, président de la société WANI, l'Association française des Amis de Wawa. Donc, chacun aura environ 10 minutes pour faire son exposé et on essaiera d'avoir un peu de temps aussi là, pour échanger avec la salle. Donc, ici, l'idée, c'est d'essayer de mettre en perspective peut-être les points communs qu'on peut avoir malgré nos provenances diverses là, face au défi de faire reconnaître l'évaluation environnementale comme un outil d'aide à la décision qui est donc fort et utile. Et au Québec, on est confronté à ça aussi, même si en 40 ans de pratique, là, maintenant, on pourrait croire que c'est acquis, là, mais non, il faut toujours prendre le bâton de pèlerin pour faire valoir la pertinence de réaliser des études d'impact de projets. Il y a toutes sortes de contextes qui font en sorte que certains essaient de s'en soustraire ou ne voient pas la pertinence de le faire. Du côté des évaluations environnementales stratégiques, aussi au Québec, on a vraiment une longueur de retard, une longue longueur de retard. À cet égard, là, la législation est sur le point de changer et on devrait être en mesure d'en faire davantage. Donc, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu durant la semaine lors d'une intervention, lors d'une conférence que j'ai faite au colloque, à savoir que l'AQEI, qui regroupe les praticiens en évaluation environnementale au Québec, a senti le besoin de faire la promotion de l'évaluation environnementale, aussi d'expliquer aux uns et aux autres ce que c'est, qui fait quoi, et de proposer une nouvelle façon de faire les études d'impact. D'un côté, les autorités nous en demandent toujours davantage pour couvrir différentes thématiques comme les changements climatiques, par exemple, ou la protection des milieux humides. Il y a des thèmes qui sont apparus graduellement et qui font en sorte que les études deviennent volumineuses. Et d'un autre côté, on nous demande de faire plus vite, de faire moins, de faire à moindre coût, etc. Donc, c'est sûr que les praticiens ont
comment dire, une certaine introspective à faire, dans le sens où c'est vrai que les rapports sont souvent encyclopédiques, c'est vrai qu'on traite de thématiques qui ne sont pas nécessairement importantes à la prise de décision. Donc, au Québec, il y a un virage qui est en train de se prendre, là, vraiment, où les praticiens, puis de concert avec les autorités aussi, là, tout le monde est assez d'accord, puis ça va dans le sens d'essayer de faire mieux, plus vite, moins cher, mais d'aller à l'essentiel. C'est de faire les études d'impact selon l'approche par enjeu, donc d'identifier 3 ou 4 enjeux principaux qui sont utiles à la prise de décision, à savoir si le projet doit se faire ou non, et de porter notre attention spécifiquement là-dessus. Les autres aspects étant traités quand même, mais plus succinctement, parce que c'est connu, parce que les mesures d'atténuation sont efficaces, parce qu'on sait quoi faire et que c'est pas dramatique. Donc, c'est un peu le contexte québécois dans lequel on se trouve, puis ça peut peut-être sonner les cloches, vous inspirer aussi par ailleurs. Donc, je laisse la parole à M. Touen de la Commission néerlandaise. Merci. Merci pour la parole et bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, lors du colloque du CIFE à Montréal, on m'a demandé de représenter l'Europe, donc tout un continent. Maintenant, mon mandat s'est diminué un peu à un pays, donc j'espère pas que la prochaine fois je peux parler que de mon propre village, mais on verra. Moi, je suis Stefan Theo, effectivement secrétaire technique chez la Commission néerlandaise pour évaluation environnementale. Donc, aux Pays-Bas, nous sommes la commission responsable pour l'examen technique des évaluations environnementales, donc études d'impact et EES. Donc, peut-être car la CNE, c'est un peu une institution particulière, je vais d'abord parler un peu sur comment la CNE fonctionne aux Pays-Bas. Avant de parler un peu de quelques tendances, quelques développements qu'on a en matière d'évaluation environnementale aux Pays-Bas. Suivant site. Donc, la Commission néerlandaise, nous sommes responsables pour l'examen technique des études d'impact. Et il y a 3 mots que je voudrais souligner ici. C'est d'abord notre indépendance. Ce qui est intéressant, c'est que la CNE, dans le passé, faisait partie du ministère en charge de l'environnement. Mais il y a presque 45 ans maintenant, on a décidé de séparer les 2 institutions pour rendre la CNE plus indépendante dans ses avis techniques sur des études d'impact, parce qu'il peut y avoir des projets qui viennent du ministère en charge de l'environnement où il y a un risque d'avoir une certaine influence interdépartementale sur la qualité de l'examen de la CNE. Donc, formellement, nous ne sommes même pas partie du gouvernement, mais une commission avec une tâche inscrite dans la loi, la Code environnemental, depuis plus de 40 ans maintenant. Ensuite, un autre mot que je voudrais souligner, c'est expertise. Notre mode de travail, on connaît un modèle de secrétariat. C'est-à-dire que moi et mes collègues, nous sommes tous des secrétaires techniques et nous n'avons pas forcément une connaissance approfondie dans un tel ou tel secteur. Nous sommes plutôt des généralistes. Mais pour chaque examen technique qu'on fasse, on mobilise un groupe d'experts composé des consultants ou d'autres experts qui ont des connaissances précises dans un sujet. Donc, s'il y a un projet de mine quelque part, on peut mobiliser un expert, un géologue, un expert en impacts sociaux liés au secteur minier, etc. Donc, on met ensemble une équipe de, ça varie entre 3 et même, j'ai vu 12 experts dans un groupe de travail qui se met ensemble pour une durée de 6 semaines, analyser de manière approfondie l'étude d'impact sur table, faire une visite de terrain, ça c'est presque toujours fait, avant de publier notre avis à la fin de la période d'examen technique. Et finalement, le mot que je veux souligner ici, c'est notre transparence. Une autre chose qui est donc particulière chez la CNE, c'est que nous émissons des avis sur des études d'impact. Donc, on ne valide pas. C'est-à-dire, on ne donne pas des permis environnementaux pour des projets, mais on s'exprime seulement sur le contenu, la qualité du contenu et du processus d'une étude d'impact
et on transmet l'avis à l'autorité compétente. Mais on s'arrête là-bas. On ne s'exprime non plus sur la souhaitabilité d'un projet. Ça reste chez l'autorité compétente. Mais nos avis sont bien sûr, bien évidemment, publiés sur notre site web. Et ça, c'est une des forces en fait de notre travail, car tout le monde peut prendre connaissance des avis de la CNE. Donc on a, il y a quelques ans, un exemple d'une autoroute qui a été prévue, un élargement de l'autoroute prévue par le ministère en charge du transport, où l'étude d'impact a montré que, ok, c'est pas forcément nécessaire et pas du tout si on voit tous les impacts que cet élargement va entraîner sur l'environnement. La CNE a fait la même remarque en fait dans son avis technique, mais le ministre à l'époque disait que ok, merci pour votre avis, mais je ne vais rien faire avec ça. Mais ensuite, la société civile s'était mobilisée. Bon, ils étaient déjà mobilisés, je dirais, mais et ils ont pu profiter de l'avis technique de la CNE avec tous les experts qu'on a mobilisés pour notre avis technique pour réclamer que oui, il y a cette institution indépendante, neutrale, qui disait que effectivement, cet élargement n'a pas de sens pour le présent projet-là. La question, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, à la fin, le ministre a été démissionné avant une prise de décision, donc on reste encore dans l'attente. OK. Parlant suivante, s'il te plaît. Bon, ici, juste, vous pouvez le trouver sur notre site web, une petite carte de tous les avis émis depuis 1er janvier 2021 aux Pays-Bas. Donc, il s'agit à peu près de 140 avis par an, plus ou moins. Parlant de quelques tendances aux Pays-Bas, j'ai noté 3 mots. 3 mots, 3 tendances où on voit qu'il y a moins d'isolation, de complexité et d'exigence. Isolation d'abord. Ça veut dire qu'on cherche de plus en plus que les études d'impact et notamment les évaluations environnementales et sociales stratégiques sont intégrées au développement des plans, programmes, stratégies des Pays-Bas. Et ça va très loin parce qu'on a récemment développé une vision sur l'aménagement du territoire de tout le pays, où pour qui une EES a été faite, intégrée dans le processus du développement de toute cette vision. Complexité diminuée, bon, vous allez revoir ce mot à la prochaine slide, mais il y a un souhait et une tendance chez les autorités d'essayer de réduire toutes les règles, toutes les règles qu'on a aux Pays-Bas. Donc récemment, on a introduit une nouvelle loi sur l'aménagement du territoire et l'environnement qui a essayé de regrouper plusieurs règles, plusieurs standards environnementaux, sociaux, techniques dans une seule loi qui exige bien évidemment l'application d'une EES pour le développement de ce qu'on appelle une vision pour l'aménagement du territoire à chaque niveau, donc pays, province, commune. Et finalement, une tendance intéressante, c'est que l'étude d'impact, surtout, c'est moins exigé maintenant. C'est-à-dire que dans le passé, une étude d'impact était exigée pour presque chaque projet et l'avis de la CNE était exigé dans la loi pour chaque étude d'impact faite. Et on voit maintenant que pour la phase de cadrage, ce n'est pas toujours exigé, et même pour l'examen de l'étude d'impact, l'avis de la CNE, ce n'est pas toujours exigé. On parle des petits projets et pas si complexes, mais c'est intéressant à noter que ce n'est pas forcément obligatoire. C'est plus forcément obligatoire aux Pays-Bas. Mais on voit heureusement qu'il reste beaucoup de communes, notamment, qui demandent encore l'avis de la CNE, même si ce n'était pas obligatoire pour eux. Donc, parce qu'ils ont vu qu'on profite vraiment des compétences techniques de la CNE et leurs remarques techniques.
Prochaine et dernière slide, tendance vers l'autre direction. C'est d'abord l'envergure, ce qui doit être considéré dans une étude d'impact. En fait, jusqu'au présent, je dirais, les Pays-Bas, c'était en retard dans la prise en compte des aspects sociaux dans les études d'impact. Le nom aux Pays-Bas, c'est encore étude d'impact environnemental et pas avec le mot social là-dedans. Mais de plus en plus, on reconnaît que, OK, mais les impacts environnementaux auront des impacts sociaux également. Il faut les prendre en compte dès le début et ensemble, de manière intégrée. Prochaine tendance, digitalisation. Donc, de plus en plus, on profite des outils digitaux et on a fait des premières expériences expérimentées avec des études d'impact qui ne sont pas forcément un rapport sur papier, mais plutôt un site web où le navigateur peut trouver des informations là où il se trouve d'une manière plus accessible pour l'utilisateur. Application, ça c'est surtout sur les évaluations environnementales et sociales stratégiques qui sont de plus en plus mises en demandées, même pour les politiques maintenant. Et ça, c'est sur base d'un règlement européen qui demande maintenant que s'il y a des politiques qui sont développées avec des standards environnementaux, par exemple, ça aura un impact dans le développement de plusieurs projets, donc il faut faire une EES. Jusqu'au présent, le gouvernement disait que, OK, on prend note, mais on ne fait pas. Mais de plus en plus, on voit que les juges exigent donc l'élaboration d'une EES pour de telles politiques. Et je vais m'arrêter vers la complexité, parce que si on élargit l'envergure d'une EES, et si on élargit, si on essaye d'intégrer l'EES plus dans le développement des plans et programmes, ça peut être des processus plus complexes qui nécessitent vraiment une compétence et connaissance de gouvernance, en fait, pour essayer d'intégrer toutes les considérations et assurer qu'à la fin, ils sont tous utilisés pour la prise de décision politique. Merci. Merci Stéphane. Je laisse maintenant la parole à M. Karim Samoura. Merci Jean et bonjour tout le monde. Je suis donc Dr Karim Samoura, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable de la Guinée. Mais j'ai passé dans une autre vie 10 ans comme directeur général du CIFE et dans une autre vie plus récente comme expert pour la CNE, pour la région de l'Afrique de l'Ouest, à titre de consultant indépendant. Mais dès que j'ai eu le statut de membre du gouvernement en Guinée, justement, j'ai perdu mon indépendance au regard de la CNE, que je remercie et félicite pour son appui aux pays en développement. Toute cette expertise dont parle Stéphane est aujourd'hui, grâce à un financement des affaires étrangères du Pays-Bas à la CNE, exportée pour soutenir justement le renforcement des capacités en évaluation environnementale dans les pays en développement, dont la Guinée. Donc, ce qui constitue un grand appui, mais surtout un appui qui est fourni en titre d'avis indépendant sur des projets, les rapports d'études d'impact concernant des projets complexes sur lesquels nos pays n'ont pas forcément l'expertise disponible. Ça constitue pour nous aujourd'hui une sorte d'appui technique pour justement nous dire que oui, nous avons fait ce qu'il faut faire pour dans le cadre de l'aide à la décision. Je voudrais revenir. Hier, on a beaucoup entendu parler de l'évaluation environnementale en France, ce matin encore, et avec tout à l'heure, Madame Fall, je parlais de la complexification disons, de cet outil d'évaluation environnementale dans le contexte français, appliqué maintenant à plusieurs objets. Et je m'inquiétais sur comment il faut distinguer tout ça selon l'objet d'application, avoir des méthodes standardisées pour avoir plus de rigueur et éviter l'amalgame.
Ça me renvoie, en tant que spécialiste en évaluation environnementale, puisque j'ai fait mon doctorat dans ce sens, à ce souci de formation technique de base en évaluation environnementale. Nous sommes malheureusement dans un domaine où le chimiste, le géographe, bon, le géographe, il dit que c'est la mère de l'évaluation environnementale, mais aussi le biologiste et tout autre, même le juriste, a le droit, effectivement, de venir se positionner en spécialiste en évaluation environnementale. Mais sur la base de quelles compétences techniques? Compétences techniques transversales pour gérer le processus et compétences techniques sectorielles pour dire et donner ce qu'il faut comme données validées avec une méthode appropriée et acceptable pour contribuer à un processus d'étude d'impact, à un rapport d'étude d'impact ou d'évaluation environnementale stratégique. Je dis cela parce que aujourd'hui, je me suis questionné justement, disons de ma position d'enseignant à l'Université du Québec à Montréal, vers ma position de secrétaire général du ministère de l'Environnement en Guinée, où je suis confronté à la pratique après la théorie. Je me suis posé énormément de questions sur le contenu des rapports d'études d'impact, la clarification du rôle du bureau d'études chargé de réaliser des études d'impact et du promoteur. Et puis aussi du caractère universel du contenu du rapport d'études d'impact. Lorsque j'ai présidé quelques sessions d'examen des rapports d'études d'impact où on a été amené à rejeter des rapports fournis par des bureaux d'études internationaux. C'était un tabou. Lorsqu'un bureau d'études international vient en Guinée faire une étude, personne n'ose dire le contraire. On a renvoyé parce qu'on ne peut pas faire une étude d'impact qui n'est pas assortie d'un plan de gestion environnementale et sociale. Et il y a un bureau d'études international qui disait oui, on va faire le plan d'études, le PGS après. Et nous avons dit le PGS, c'est le contrat entre l'État et le promoteur. Il n'engage même pas le bureau d'études, il engage le promoteur. Mais malheureusement, la plupart des promoteurs ne s'intéressent pas au contenu du rapport d'études d'impact. Donc, c'est juste une formalité pour eux. Donc, ça c'est un appel que je fais aux institutions en charge des évaluations environnementales. Plus nous sommes rigoureux, plus nous obligeons les gens à assumer leurs responsabilités, notamment les promoteurs. Mais aussi, ça m'a questionné sur le caractère universel. Quand on prenait les cours d'études d'impact, Mario Gauthier est là, on parle à un moment donné du contenu type du rapport d'études d'impact. Que je sois aux États-Unis, en France ou à Jakarta, je dois retrouver un certain nombre d'éléments essentiels. En tant qu'expert pour la CNE, on a analysé plusieurs pratiques dans les pays en développement pour voir si ce contenu type minimum est respecté. Et malheureusement, de plus en plus, il y a une perte en la matière. Je vais arriver à une démonstration progressive comme pour dire que au-delà de l'EUS, de l'étude d'impact, il y a le PGS, le plan de gestion environnementale et sociale qui regroupe l'ensemble des mesures. Et un autre problème que nous observons sur le terrain, c'est le caractère générique et non applicable du PGS. Et personnellement, je situe l'origine sur la question de la démarche qui a été utilisée pour réaliser l'étude d'impact et générer l'EUS. Lorsqu'il n'y a pas eu suffisamment de consultation publique, lorsqu'il n'a pas eu, on a écouté des élus locaux ce matin, lorsqu'on n'a pas intégré les enjeux territoriaux dans un processus comme ça, et finalement, les mesures proposées n'auront rien à voir avec la réalité. Et lorsque vous êtes à l'étape de mise en œuvre, vous êtes obligé de réinventer un PGS réel pour régler des problèmes réels. Tout ceci m'envoie à la question du renouvellement des approches de réalisation des études d'impact. Je voudrais saluer le Québec pour l'initiative lancée sur l'approche par enjeu qui est en train de prendre de l'ampleur. C'est fondamental. Nous, en Guinée, on a même réaménagé l'étape du cadrage pour qu'il y ait une consultation publique afin justement d'identifier les enjeux. Bon, bien évidemment, il y a ce qui est écrit, il y a la pratique. Pour le moment, il faut former les gens pour qu'ils comprennent pourquoi cela. Mais c'est pour dire qu'au-delà donc, de cette approche par enjeu, il y a aussi toute la complexité dont a parlé Stephen, où il faut tenir compte aujourd'hui du changement climatique. Quelqu'un a dit ce matin, on va faire l'étude d'impact sur la base d'un contexte qui n'existera plus avant la fin de l'étude d'impact.
parce que le changement climatique a fait évoluer les choses. Donc, comment on peut anticiper en prenant en compte les hypothèses d'impact effectivement liées au changement climatique? Il y a enfin le cas spécifique de la Guinée, je sais que c'est pour d'autres pays aussi, tout cet aspect de prise en compte de la biodiversité en termes de compensation des pertes de biodiversité. Aujourd'hui, nous voulons aller vers l'obligation d'offset pour des projets majeurs. Donc, du coup, nous sommes à un carrefour entre le développement de la complexité et l'affaiblissement des capacités en termes de réalisation des évaluations environnementales. C'est là que je voudrais plaider pour le retour au rôle du CIFE dans l'espace francophone. Le rôle du CIFE, dans un premier temps, a été d'être le porte-parole de IAIA, National Association for Impact Assessment, dans l'espace francophone. Mais plus tard, nous nous sommes pris en main. Et ce, grâce au leadership de la France. Le ministère en charge de l'écologie de la France, le ministère en charge de l'environnement et du développement durable du Québec, Environnement Canada, ont joué un rôle fondamental en soutenant l'émergence du CIFE. L'IFDD, donc la francophonie à travers l'Institut de développement durable, mais aussi tous les pays africains, effectivement, francophones notamment, ont essentiellement joué des rôles essentiels pour faire exister enfin un espace d'échange d'expériences, un espace de transfert de compétences, mais aussi un marché. Et c'est surtout sur cela que je vais insister. On avait des bureaux d'études qui nous couraient après au CIFE pour être membre du CIFE, parce que quand on venait au CIFE, on avait l'opportunité de rencontrer des bureaux d'études de tous les pays africains, mais aussi des responsables environnement dans les pays africains, donc des opportunités de marché. Le CIFE, à un moment donné, a connu son apogée, c'était devenu incontournable, parce qu'il était soutenu par des subventions, effectivement, de la France, du Québec, mais aussi de l'IFDD qui ont disparu aujourd'hui. Nous sommes retombés très bas, et c'est pour cela que je voudrais rendre hommage à Jean Hébert, ici présent, qui a pris le leadership pour une relance. Mais je suis convaincu que cette relance ne peut pas aller loin sans que la France ne décide de reprendre son rôle de leader dans ce processus. Je voudrais rendre hommage à Jean Lafont, à Sylvain Monteillet qui doit être dans la salle. C'est des personnes qui ont énormément contribué à nous aider en tant que directeur à mobiliser ce qu'il faut au-delà du ministère de l'Environnement, auprès de l'ADEME, auprès de l'AFD, à soutenir des actions effectivement d'échange à l'échelle internationale. Du côté du Québec, il y a eu des efforts extraordinaires. Aujourd'hui, il ne faut pas couper le pont de la communication et de l'échange d'expériences entre la France ou l'Europe et le Québec ou le Canada, d'une part, mais aussi d'autre part avec l'Afrique. Et mon plaidoyer, il est sincère parce qu'il interpelle d'abord les bureaux d'études internationaux à s'inscrire dans ce forum international, mais aussi l'État français à travers le ministère en charge de l'écologie à reprendre ses responsabilités pour reprendre son soutien au CIFE. Donc je voudrais terminer en parlant justement par rapport à cette relance du leadership de l'Afrique. Aujourd'hui, vous avez compris à travers les quelques présentations des Africains dans la salle qu'il y a de l'expertise de ce côté aussi. Et c'est une expertise qui peut être transférée dans l'autre sens aussi. Parce qu'en général, il y a effectivement des personnes de ressources de haut niveau qui ont étudié en France, au Canada et ailleurs, qui sont partis se confronter à des réalités plus complexes pour développer une expertise complémentaire. Mais c'est surtout le renouvellement de la maison des évaluateurs au niveau international. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle génération sur le terrain. Elle n'a pas eu la chance que nous avons eue dans le cadre des échanges du CIFE. Donc, je voudrais faire cet appel à tout le monde pour qu'on puisse redonner à cette nouvelle génération sa chance, effectivement, de devenir des vrais évaluateurs. Je vous remercie. Merci Karim pour ce plaidoyer, ce vibrant plaidoyer. Je laisse maintenant la parole à M. Adrien Mba. Merci. Merci Jean.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Adrien Kogemba. Je suis le président de l'association Les Amis de Wa pour les forêts du bassin du Congo. Merci d'abord à toute l'organisation pour cette semaine. Merci Cyril de me donner l'opportunité de faire un lien entre l'évaluation environnementale et la préservation des forêts du bassin du Congo, qui est un écosystème vital pour l'avenir de l'humanité. Mais permettez-moi tout d'abord de vous dire quelques mots sur les forêts du bassin du Congo et mon engagement. Je suis franco-gabonais. Le Gabon est un pays hors du commun. Le Gabon, c'est, en termes de superficie, la moitié de la France hexagonale. Et 88% du territoire gabonais est couvert par de la forêt dense. Le Gabon, donc je disais, est hors du commun dans la mesure où il appartient au cercle très fermé des pays carbone négatif, c'est-à-dire qui absorbe plus de CO2 qu'il n'en émet. Donc il séquestre aujourd'hui 100 millions de tonnes de CO2. Pour vous donner un exemple, le Gabon séquestre aujourd'hui chaque année autant de carbone que l'ensemble des pays de l'Amazonie réunis. Mais le Gabon se trouve dans un bloc plus grand qui s'appelle les forêts du bassin du Congo, qui regroupe 6 pays: le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la Centrafrique et la RDC. Aujourd'hui, ces forêts connaissent énormément de pression. D'abord, une pression démographique avec l'agriculture, avec l'exploitation pétrolière et minière. Donc, c'est là que le lien entre l'évaluation environnementale et ces forêts et l'Europe va être établi. Donc, les pratiques européennes aujourd'hui ont un impact, je dirais même direct, c'est-à-dire les choix qui sont faits ici des politiques publiques ont un effet direct. Tout à l'heure, Thomas Roussel du SGPE disait que l'État a fixé à 15% le parc de voitures électriques d'ici 2030. Mais qu'est-ce que ça veut dire des voitures électriques? Les voitures électriques, c'est le cobalt. Aujourd'hui, le cobalt, 2/3 vient de la RDC, c'est 60% des forêts du bassin du Congo. Vous avez les panneaux solaires, les éoliennes, il faut du manganèse. Aujourd'hui, le Gabon, 25% des réserves mondiales de manganèse en haute teneur est au Gabon. Il y a énormément de cuivre également en RDC. Or, si aujourd'hui il n'y a pas d'études environnementales robustes et transparentes pour l'exploitation de ces minerais, ça se fait au détriment de l'environnement et des communautés locales. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un travail pour les Européens et de savoir que les orientations qu'ils prennent ont un impact directement en Afrique. Donc les conséquences de la dégradation de ces forêts, j'en ai pris 3. La première, c'est que les forêts du bassin du Congo, c'est le château d'eau de l'Afrique. Pourquoi? Parce que, comme M. Amadou Bokoy disait lundi, au niveau du Sahel, la pluviométrie est ce qui permet la sécurité alimentaire, parce que l'agriculture est avant tout pluviale. Et une partie des pluies dans le Sahel viennent de ces forêts par un mécanisme de pompage des eaux du golfe de Guinée, qui sont rejetées dans l'atmosphère par les forêts du bassin du Congo, et avec le phénomène de rivières volantes, vont au Sahel et dans la vallée du Nil. Donc si ces forêts disparaissent, c'est également la pluviométrie dans des endroits qui sont sensibles pour l'avenir de l'Afrique et de l'Europe. Parce que s'il n'y a plus d'agriculture, il y aura des migrations vers le nord. Donc ça, c'est la première conséquence de la dégradation de ces forêts. La deuxième conséquence, c'est que ces forêts du bassin du Congo jouent le rôle de climatiseur planétaire. Nous avions un ancien ministre de l'Environnement au Gabon, Lee White, qui disait régulièrement, si ces forêts disparaissent, c'est 2 degrés en plus. Or, nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui de dépasser ces 2 degrés, parce que l'Afrique va devenir invivable. D'ailleurs, l'Organisation de la météorologie mondiale disait que l'Afrique est en train de s'effondrer et qu'à partir de 2030, ça risque de devenir invivable si on dépasse les 2 degrés. La troisième conséquence, c'est une barrière naturelle aux zoonoses. J'expliquais tout à l'heure que, certes, les forêts du bassin du Congo, c'est 10%, 12% du territoire africain, mais c'est 70% du couvert forestier, c'est 60% de la biodiversité africaine. Donc, les zoonoses, c'est la transmission des maladies des animaux vers les hommes.
C'est le cas d'Ebola, récemment de la Covid-19. Donc aujourd'hui, il faut absolument que ces forêts soient préservées pour éviter ces zoonoses. Troisièmement, je pense que l'évaluation environnementale est un formidable outil pour un changement. Et surtout pour accompagner les pays africains. Donc il y a déjà intégré des critères environnementaux et sociaux dans les projets liés à la transition énergétique, c'est-à-dire accompagner ces pays. Je pense aussi qu'il faut harmoniser les méthodologies d'évaluation entre l'Europe et l'Afrique, parce que ces forêts jouent un rôle global aujourd'hui, donc c'est une question où nous devons avoir une grammaire commune. Et ensuite, il y a renforcer le soutien international aux pays des forêts du bassin du Congo. Je vais prendre le cas de mon pays, le Gabon. Il y a 2 semaines, le gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau pacte environnemental. Et ce pacte environnemental, c'est vraiment préserver notre patrimoine naturel et notre développement économique. Ces 60 dernières années, le Gabon s'est développé avec le pétrole. Aujourd'hui, 60 à 65% de notre PNB vient du pétrole. Le pétrole va disparaître au Gabon dans les 10-15 prochaines années. Or, le Gabon est extrêmement riche aujourd'hui en matière, en métaux rares pour la transition énergétique. Donc, il va avoir de nouvelles exploitations, mais ce serait vraiment un plus que les Européens accompagnent le Gabon dans l'évaluation environnementale pour préserver l'environnement, mais aussi préserver les communautés locales. Donc, pour terminer, mesdames, messieurs, ces forêts du bassin du Congo, c'est un patrimoine mondial. Sa préservation, c'est une responsabilité partagée. C'est pour ça que je vous invite, en tant que décideurs, en tant qu'experts et citoyens, de prendre en compte dans vos choix l'existence de cet écosystème. Parce qu'ensemble, avec une collaboration internationale, nous pourrons préserver l'environnement et permettre à l'Afrique de pouvoir faire face aux enjeux du XXIe siècle. Protéger les forêts du bassin du Congo, c'est protéger l'Europe, c'est protéger notre avenir commun. Je vous remercie. Merci, M. Mba. Donc, on aura le temps pour quelques questions. Cyril, donc, je ne sais pas si cette perspective internationale a suscité des interrogations de votre part. Non, c'est bon. Oui, monsieur. Merci de vous présenter. Oui, Sébastien Weissenberger, professeur en sciences de l'environnement à l'Université TELUC au Québec. Puis, je voulais rebondir, Karim, sur ce que tu disais par rapport au manque d'ancrage territorial des études d'impact qui se font. Mais quel est le rôle là-dedans des experts locaux? Est-ce que vous imposez d'avoir un mix entre des consultants étrangers, des experts locaux, ou est-ce que les gens font un peu ce qu'ils veulent, les promoteurs? Est-ce que ce serait souhaitable d'impliquer nécessairement des experts locaux dans la production des études d'impact? Ok. Donc, il y a 2 aspects. D'abord, la capacité des experts locaux. Je distingue 2 catégories d'experts. Il y a des spécialistes sectoriels, donc des spécialistes des forêts et autres domaines, effectivement, qui sont d'excellents professeurs d'université ou des labos, ainsi de suite, qui ont un rôle fondamental à jouer. Mais il y a aussi les spécialistes en évaluation environnementale et il y a les bureaux d'études. Les bureaux d'études, on observe une prolifération parce que c'est juste de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et malheureusement, on a dû inscrire dans la loi l'obligation d'obtenir un agrément pour pouvoir faire des études d'impact. Ce n'est pas à 100% respecté, mais on va aller progressivement. Si vous n'êtes pas agréé par le ministère en charge de l'environnement pour être un bureau d'études au niveau national, vous ne pouvez pas, effectivement, on ne prendra pas votre rapport d'études d'impact en compte. Les bureaux d'études internationaux qui interviennent, effectivement, pour la plupart, vous allez trouver que dans les appels d'offres, lorsque c'est des projets publics, il est encouragé d'avoir un partenaire local. Certains bureaux, même si on ne leur demande pas, vont le faire. Mais il y a d'autres, justement, qui comptent sur les données web. C'est très facile. On n'a pas besoin d'aller sur le terrain.
dans un des plus grands projets du moment, effectivement, moi j'étais surpris de constater que c'est lorsque le promoteur a commencé à défricher dans une forêt classée qu'on est allé arrêter le chantier, qui est pourtant prioritaire pour l'État. C'est le projet Simon. C'est en ce moment qu'on retourne à l'étude d'impact, on se rend compte que l'étude d'impact n'a pas mentionné la présence de cette forêt classée. Donc il a fallu effectivement obliger le promoteur à travailler grâce à une ONG internationale WCF pour avoir un addenda au PGS justement pour gérer tout le volet biodiversité, et c'était le cœur. Et aujourd'hui, les enjeux dans cette partie, dans le corridor concerné, sont les problèmes environnementaux les plus importants que nous sommes en train de gérer au jour le jour. D'autres cas où effectivement on est arrivé à obliger le promoteur à retirer des chevauchements de son permis avec des parcs nationaux, parce que tout simplement, lors de l'étude d'impact, ça n'a pas été adressé comme une problématique sérieuse, la question de la conservation de la biodiversité, parce que tout simplement, même du côté du ministère de l'Environnement, ce rapport a été validé sans insister sur cet enjeu. Donc, en réalité, c'est pour ça que moi je plaide pour une collaboration internationale à travers le CIFE, parce que ça permet à un bureau d'études international d'identifier des bureaux d'études locaux sérieux dans les différents pays à travers le CIFE pour effectivement faire un travail collégial qui permet à la fois de collecter des données sur le terrain. Même si un bureau d'études n'a pas les compétences dans le domaine, il est capable d'aller dénicher des experts sectoriels pour aider le bureau d'études international à accéder aux données qu'il faut. Donc, il y a une collaboration qui est nécessaire, mais il faut aller chercher l'expert qu'il faut pour avoir la donnée qu'il faut pour votre étude d'impact. Et pour cela, effectivement, des forums comme ça peuvent être très, très facilitants. Merci. Merci, Karim. Madame, s'il vous plaît. Pardon, Sylvie Banout. Juste une question à Stéphane. Est-ce que dans les avis que vous donnez sur les études d'impact, vous demandez à ce que les incidences soient mesurées dans les pays sources? Ce qui vient d'être dit, c'est est-ce que vous allez jusqu'à demander que l'étude d'impact couvre les incidences qui sont, par exemple, quand il y a des extractions de métaux, etc., dans des pays sources. Parce que nous, on le fait, mais j'ai jamais vu le résultat. Très bonne question. D'abord, je profite pour faire une petite remarque. D'abord, la CNE est composée de deux départements, le département national et le département international. Donc, la présentation, c'était sur le département national. Moi, je suis du département international parce que, bon, les Pays-Bas, ce n'est pas un pays francophone. Et c'est donc dans ce cadre que j'ai travaillé avec Karim dans le passé. Bon, pour votre question, pas à ma connaissance, mais je n'en suis pas sûr, mais pas à ma connaissance que demande déjà dans une étude d'impact d'exiger une recherche là-dessus. C'est plutôt quelque chose qui est demandé hors des études d'impact de plus en plus, où il y a des règles, des standards, des normes là-bas. On a le temps pour une autre question. Oui, madame. Bonjour, Elvira Periac, je suis professeure associée à Audencia. C'est une question pour Stéphane Teven. Vous avez expliqué que vous fonctionnez avec le secrétaire technique, qui est un généraliste, et des experts. Et vous avez dit que ça peut aller de 3 à 12 experts sur des domaines différents. Comment c'est organisé ça ? Comment on choisit qui sont les experts ? Comment on choisit quels sont les domaines ? Qui choisit ? Et en quoi ça peut influencer l'évaluation environnementale ? Ok, merci. C'est en fait le travail des secrétaires techniques comme moi d'identifier des experts qui sont nécessaires pour un examen technique d'une étude d'impact. Pour ça, on profite d'une grande base de données des experts qu'on a battue depuis les dernières années. Donc, on a 400 experts là-dessus qu'on peut toujours appeler. Mais pour chaque projet, il faut toujours chercher sur LinkedIn ou n'importe où, réseauter pour chercher d'autres experts qui peuvent prendre place dans leur groupe de travail.
Le groupe de travail qui fait l'examen de l'étude d'impact, il est présidé par une présidente de la CNE. C'est une particularité que je n'ai pas encore expliquée, mais chaque groupe de travail, donc la CNE a, à part de ses secteurs techniques, 7 présidents qui sont des anciens politiciens, des anciens administrateurs, fonctionnaires à haut niveau, qui ont un certain poids pour présenter notre avis et avoir la discussion avec l'autorité responsable pour discuter les résultats et nos recommandations. Et donc, lui, il est également responsable pour la sélection des experts dans le groupe de travail pour assurer qu'ils sont vraiment indépendants et mieux placés pour faire le travail technique.